Bon, donc aujourd'hui, on va parler du problème MP complet. Donc, on va parler de la MP complétude. On va bien sûr étudier un type des problèmes MP complets, donc le problème SAT. C'est bon, donc le plan du cours d'aujourd'hui. Donc on va traiter dans une première partie la théorie de la MP complétude, donc, dans laquelle on va faire la classification des problèmes. Donc, les problèmes, n'importe quel problème en général, qui sont bien sûr posés dans la science, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes scientifiques, donc n'importe quel problème. Donc, la classification, donc, ils sont classés en deux catégories. Donc, la classe P, donc les problèmes P, et les problèmes MP. Et dans une deuxième partie, donc on va étudier donc un problème très important, c'est le problème SAT. Donc, avant bien sûr d'étudier ce problème, donc c'est le problème de satisfaction de contraintes. Donc, avant d'étudier ce problème, il faut savoir donc c'est quoi la logique mathématique. Donc, je vais faire une petite introduction concernant la logique mathématique et après donc je vais donc présenter les problèmes SAT. Et bien sûr, nous avons des variantes de SAT. Donc, on a beaucoup des variantes de problèmes SAT. On va les présenter. C'est bon. Donc, on va commencer par la théorie de la MP complétude. Donc, il y a beaucoup de types de problèmes que vous connaissez donc, dans les différents domaines. Donc, parmi les problèmes, on a le problème de décision. Donc, un problème de décision, tout simplement, c'est un problème dans lequel donc, pour avoir à la sortie soit la réponse oui, soit la réponse non. C'est-à-dire qu'il faut prendre une décision. C'est comme nous avons vu, bien sûr, pour les machines de Turing. Donc, à la sortie, ils nous donnent, bien sûr, une décision. Ils nous donnent une réponse soit oui, soit non. C'est-à-dire, soit il accepte la chaîne d'entrée, soit il refuse la chaîne d'entrée. Donc, pour cela, on dit, bien sûr, ce sont des problèmes de décision. Donc, tout simplement, comme définition, donc un problème de décision est une paire P qui est égale à XY où X est l'ensemble des instances de P, c'est-à-dire l'ensemble des instances de problème P, Y est l'ensemble des instances oui, c'est-à-dire l'ensemble des instances de lesquelles on peut avoir la réponse oui, et X moins Y, l'ensemble des instances non, c'est-à-dire l'ensemble, bien sûr, des instances dans lesquelles on peut avoir la réponse non, c'est-à-dire il n'y a pas donc bien sûr, n'admet pas de solution. C'est bon. Donc, un algorithme pour un problème de décision, tout simplement, est un algorithme qui calcule la fonction f de x, donc de l'ensemble des instances de notre problème, de P, vers 0, 1, c'est-à-dire il nous donne à la fin, donc il nous donne soit la réponse 0, soit la réponse 1. La réponse 0, c'est-à-dire l'instance n'admet pas, les instances, bien sûr, qui n'admettent l'ensemble des instances. Donc, elle n'admet pas de solution. Et 1, c'est-à-dire elle admet une solution. Donc, ici, nous avons des exemples que vous connaissez, je pense déjà, si vous avez fait, bien sûr, la théorie des graphes. Donc, par exemple, l'existence d'un arbre couvrant deux poids inférieurs ou égal à P. Donc, à la sortie, bien sûr, on va prendre, donc ça, c'est un problème de décision. Donc, à la sortie, on va soit la réponse oui, soit la réponse non. Deuxième exemple, existence d'un chemin de longueur entre deux sommets d'un graphe inférieur ou égal à L. Existence d'un flot, troisième exemple, existence d'un flot de valeur V d'une coupe de capacité inférieure ou égale à C. Quatrième exemple, existence d'une solution faisable pour un programme linéaire de valeur inférieure ou égale à V. Donc ça, ce sont des problèmes de décision. Donc à la sortie, soit j'ai la réponse soit 1, soit 0, c'est-à-dire soit oui, soit non, bien sûr pour les instances de problème. Donc on a des instances dans lesquelles on peut bien sûr produire la réponse oui, et on a bien sûr un ensemble des instances dans lesquelles on peut produire bien sûr la réponse non. Donc pour cela on dit un problème de décision, donc et là, bien sûr, soit la réponse 0, soit la réponse 1, ça dépend bien sûr des instances de notre problème. Ça dépend bien sûr, si on dit des instances, c'est-à-dire des exemples de problèmes. C'est bon. Donc ici, pour l'existence d'un arbre couvrant de poids
inférieur ou égal à P. Donc, ça dépend bien sûr de l'exemple qu'on va étudier pour ce problème de décision. Donc, on va produire soit 0, soit 1, soit la réponse oui, soit la réponse non. C'est bon. Donc, ça, c'est pour le problème de décision qui est très important, bien sûr, pour l'étude de la complétude, de MP complétude. Il est très important, donc on verra par la suite. C'est bon. Donc, on a deuxième type de problème, on a le problème d'optimisation. Donc, vous connaissez donc c'est quoi un problème d'optimisation. Donc, vous avez fait donc un module d'optimisation. Donc, tout simplement, un problème d'optimisation va essayer bien sûr d'optimiser une fonction objective tout simplement sous des contraintes. Donc, étant donné une fonction f de a vers r définie sur un ensemble a à valeur dans l'ensemble r des nombres réels. Donc, trouver un élément, donc il faut trouver un élément x bar de a tel que f de x bar inférieur ou égal à f de x pour tous les x dans a. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la formulation d'un problème d'optimisation. Donc, on dit que l'on cherche à minimiser la fonction f sur l'ensemble A. C'est-à-dire à minimiser, bien sûr, une fonction objective. Donc, la fonction f porte des vers non, donc soit fonction coût, soit simplement un coût. On va minimiser un coût, une fonction objective, soit objectif tout simplement, soit critère. Donc, il a plusieurs bien sûr, noms. Donc, ça dépend, bien sûr, des problèmes qu'on va étudier. Donc, l'ensemble A est appelé l'ensemble admissible, c'est-à-dire on peut dire les solutions admissibles, bien sûr, pour notre problème. Et les points de A sont appelés les points admissibles de problème. Donc, par exemple, ici, on veut, par exemple, un chemin, un plus court chemin de A à B, donc un plus court chemin, c'est-à-dire un chemin minimal. Donc, ici, on parle de problème d'optimisation. Donc, il y a beaucoup de chemins, mais il y a des chemins qui sont admissibles, il y a bien sûr des chemins qui ne sont pas admissibles. C'est bon. Le troisième type de problème, donc, c'est le problème de recherche. Donc, un problème de recherche est un problème algorithmique associé à une relation binaire. Donc, en relation binaire, c'est-à-dire à la fin, soit je vais trouver, bien sûr, la solution, ou je ne vais pas trouver la solution. Donc, tout simplement, un problème de recherche, c'est comme nous avons fait dans les exemples des automates. Donc, on part bien sûr d'un état initial et à chaque fois, bien sûr, je vais faire bien sûr le passage d'un état à un autre jusqu'à bien sûr arriver à l'état acceptant, c'est-à-dire jusqu'à arriver à l'état dans lequel on va trouver bien sûr la solution. Sinon, à un certain moment, donc on peut se bloquer, c'est-à-dire on n'a pas trouvé bien sûr la solution à notre problème. Donc, tout simplement, un problème de recherche est défini par un ensemble d'états, un état de départ, donc il faut bien sûr commencer à partir d'un état. À un certain moment, je vais bien sûr faire la recherche, c'est-à-dire passer étape par étape jusqu'à bien sûr arriver à la solution. Donc, je cherche une solution, c'est-à-dire je vais passer par plusieurs étapes. Donc, une fonction successeur, la fonction successeur, c'est-à-dire la fonction qui nous permet bien sûr de chercher bien sûr la solution, c'est-à-dire de faire bien sûr passer d'une étape à une autre. C'est bon, donc, tout problème de décision est la restriction d'un problème de recherche qui consiste à assimiler oui à un résultat existe et non à un résultat n'existe pas. Donc, tout simplement, un problème de recherche, on peut bien sûr le transformer sous forme d'un problème de décision pour faciliter bien sûr la résolution de ce type de problème. Donc, tout simplement, on va bien sûr donner oui pour un résultat existe et non pour un résultat n'existe pas. Donc, tout simplement, à la sortie, on va voir soit oui, soit non. Donc, c'est comme bien sûr un problème de décision. C'est bon. Donc, ici, nous avons un exemple très simple de recherche. Donc, tout simplement, dans un graphe, donc on a un ensemble, bien sûr, de nœuds de départ et des nœuds d'arrivée. On explore de manière incrémentale les chemins du graphe depuis les nœuds de départ. Donc, on a, par exemple, on cherche, par exemple, une cible. Donc, la cible, par exemple, un nœud d'arrivée. Donc, il faut bien sûr commencer à partir, bien sûr, des nœuds de départ. Et à chaque fois, bien sûr, j'ai plusieurs possibilités. J'ai plusieurs possibilités. C'est pour cela on dit, bien sûr, je commence à partir d'un état de départ et ainsi, après, donc, nous avons une fonction successeur, c'est-à-dire qui nous permet, bien sûr, de choisir les différents, bien sûr, chemins possibles. Donc, on va emprunter pour arriver, bien sûr, à
pour arriver bien sûr à la cible, pour arriver bien sûr au nœud d'arrivée. Donc tout simplement ici, donc on va faire, donc ça c'est un problème de recherche. À chaque fois, donc j'ai une possibilité de voir est-ce que je vais par exemple emprunter ce chemin ou ce chemin jusqu'à bien sûr arriver à, à la cible. J'arrive bien sûr au nœud d'arrivée. Donc tout simplement ici, la façon dont dans la frontière, ces temps dépendent du choix de la stratégie de la recherche. Donc, dépendent du choix de la stratégie de recherche, c'est-à-dire dépendent de cette fonction, de la fonction de recherche, de comment on va, bien sûr, pouvoir chercher. Est-ce que je vais emprunter, par exemple, ce chemin ou ce chemin? Donc, ça dépend, bien sûr, de la stratégie de choix et la stratégie, bien sûr, de recherche. C'est bon. Donc, ça, c'est un exemple pour, bien sûr, pouvoir bien sûr faire donc la recherche dans un problème bien sûr de recherche. Ok, donc après donc on va parler d'un algorithme déterministe. Donc tout simplement un algorithme déterministe, si on fait bien sûr une analogie avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc tout simplement c'est un algorithme qui nous permettra bien sûr de nous orienter directement vers la solution. Donc, on n'a pas bien sûr plusieurs possibilités. C'est comme bien sûr un automate déterministe. On a bien sûr un seul chemin pour pouvoir bien sûr arriver directement à la solution. Donc, à chaque fois, donc, on a toujours le même résultat. Donc, un algorithme déterministe, c'est un algorithme dont la solution qu'il produit peut être réduite des spécifications de l'algorithme lui-même, c'est-à-dire, bien sûr, les spécifications, c'est-à-dire des données de l'algorithme, bien sûr, les instructions, etc. Donc, étant donné une entrée particulière, produira toujours la même sortie avec la machine sous-jacente, passant toujours par la même séquence d'étapes. Donc, toujours, on a bien sûr un chemin qui est déterminé pour pouvoir bien sûr arriver à la solution tout simplement. Donc, c'est comme bien sûr un automate qui est déterministe. Exactement, c'est une machine de Turing déterministe. Bien sûr, c'est un algorithme déterministe. C'est bon, donc un algorithme déterministe peut se définir comme un automate fini, donc un état décrivant ce que la machine fait à un moment particulier. Donc à chaque fois, bien sûr, pour bien sûr arriver à la solution, il faut passer par plusieurs étapes. Et bien sûr, ici, elle est déterministe, c'est-à-dire nous avons seulement un seul chemin pour pouvoir bien sûr arriver au résultat souhaité. Les automates finis passent d'un état à un autre de manière discrète et prédéterminé. Donc, l'état courant est complètement déterminé par l'état précédent. Donc, à chaque fois, bien sûr, nous avons un chemin. Donc, nous avons bien sûr un chemin bien déterminé. Donc, un tel automate peut être déterministe et ne jamais déterminer son calcul. C'est-à-dire, on peut bien sûr emprunter un chemin, mais à un certain moment, on peut bien sûr ne pas trouver la solution. C'est comme bien sûr les machines de Turing. C'est bon. Donc, tout simplement, un algorithme déterminé, c'est une machine. Donc, c'est une machine de Turing déterministe. C'est bon. Donc, dans le cas des algorithmes non déterministes, donc les algorithmes non déterministes, tout simplement, est un algorithme dont la solution est devinée puis vérifiée. Donc, deviner à chaque étape la meilleure solution à l'aide d'heuristiques. On verra par la suite c'est quoi les heuristiques. Donc, tout simplement, pour les algorithmes non déterministes, nous n'avons pas, bien sûr, un chemin unique pour arriver à la solution. Donc, à chaque fois, nous avons plusieurs solutions. Donc, on va bien sûr prendre une solution candidate et bien sûr, on va vérifier ce que la solution, bien sûr, est, et bien sûr, et donc la solution est valide ou non. On va vérifier la solution, tout simplement. Donc, à chaque étape, nous avons tout simplement, nous avons plusieurs chemins. Donc, nous avons un arbre, bien sûr, de solutions qui nous permettent, bien sûr, de choisir donc, quelle est la solution qui est convenable. Donc, pour cela, on dit, bien sûr, des heuristiques. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va, bien sûr, commencer d'une solution initiale et après, on va choisir, bien sûr, donc, on a plusieurs possibilités. Donc, à chaque fois, il faut, bien sûr, choisir qui est la solution convenable. On va, bien sûr, vérifier est-ce que cette solution est meilleure. C'est bon, et chaque fois, bien sûr, on va choisir la meilleure solution parmi les différentes solutions que nous avons, bien sûr, comme choix. C'est bon, donc c'est comme, bien sûr, là, une machine de Turing non déterministe dans lequel on a plusieurs chemins empruntés pour, bien sûr, arriver à la solution. C'est bon? On parle de la notion, donc ça, c'est
des définitions, bien sûr, pour pouvoir à la suite, bien sûr, attaquer donc, notre objectif. Donc, la notion d'un algorithme efficace ou facile, c'est sa complexité en temps est polynomiale. C'est-à-dire, toujours nous avons la complexité donc, polynomiale pour, bien sûr, trouver donc, une solution, bien sûr, à un problème. Donc, un problème de complexité polynomiale, s'il existe un algorithme de complexité polynomiale le résolvant. Donc, par exemple, ici, nous avons deux exemples. Le problème de l'existence de l'arbre de recouvrement de poids inférieur ou égal à k. Donc, nous avons un algorithme de complexité polynomiale, c'est l'algorithme de Pascal, qui nous permet bien sûr de trouver la solution, bien sûr, à ce problème d'une façon avec une complexité polynomiale, c'est-à-dire grande de n à la puissance k, bien sûr, pour des données, bien sûr, donc pour l'anti-k, par exemple, ici. Problème de l'existence d'un chemin de longueur inférieure ou égal à k, donc on peut bien sûr trouver, donc ici un algorithme de Dijkstra qui nous permet bien sûr de trouver une solution à ce problème, donc en complexité polynomiale. C'est bon, donc ça c'est des définitions. Donc après, donc on va bien sûr définir ou voir c'est quoi un problème de classe P, c'est quoi un problème de classe MP. Donc tout simplement, pour faciliter les choses, pour bien sûr la théorie de la MP complétude, donc elle se limite à l'étude des problèmes de décision dont la solution est formulée en termes oui ou non. Donc ici, pour faciliter les choses, on va bien sûr toujours utiliser les problèmes de décision pour bien sûr étudier les problèmes qui appartiennent bien sûr à la catégorie de MP complétude. Donc, tout simplement, cette restriction aux problèmes de décision est justifiée par le fait que les autres problèmes qui ne sont pas de décision, comme les problèmes d'optimisation ou de recherche, peuvent être facilement transformés en un problème de décision équivalent. Donc, on va voir des exemples. Donc, par exemple, ici, nous avons des problèmes de recherche, algorithme de recherche, trouver un arbre recouvrant. Donc, à l'entrée, nous avons un graphe, bien sûr, donc XE, donc un graphe XE dans lequel, bien sûr, nous avons qui est formé bien sûr d'un ensemble de sommets X et bien sûr d'un ensemble des arêtes E non orientés. Donc à la réponse, à la fin, donc on peut trouver bien sûr la réponse est un arbre, donc on trouve un arbre recouvrant. Donc on peut transformer ce problème de recherche sous forme d'un problème de décision. Un problème de décision, tout simplement, on va poser la question, existence d'un arbre de recouvrement. Donc, à la sortie, donc toujours nous avons la même entrée, mais à la sortie, donc nous avons la réponse soit oui, soit non. Donc, tout simplement, on peut bien sûr transformer n'importe quel problème de recherche sous forme d'un problème de décision. Pour cela, on va étudier tout simplement les problèmes de décision pour, bien sûr, les notions de MP complétude. Donc ici, dans le deuxième exemple, nous avons un problème d'optimisation. Donc, par exemple, ici, nous avons un problème, trouver un arbre recouvrant de poids minimum. Minimum, c'est-à-dire on va optimiser. Donc, c'est un problème d'optimisation. Donc, à l'entrée, nous avons bien sûr un graphe de X sommet et E, donc E arrête, et bien sûr ici, les poids des arêtes. Et à la réponse, par exemple, pour le problème d'optimisation, donc, on va trouver bien sûr arbre recouvrant minimum. Donc, concernant comment on va transformer ce même problème sous forme d'un problème de décision, tout simplement, on va poser la question l'existence d'un arbre recouvrant de poids inférieur ou égal à k. C'est-à-dire, on va bien sûr trouver bien sûr un k qui est minimal pour pouvoir bien sûr trouver un arbre de recouvrement de poids minimum. Donc, toujours, nous avons la même entrée, mais à la sortie, on va produire soit oui, soit non. Donc, vous voyez, donc, n'importe quel problème, que ce soit un problème de recherche, que ce soit un problème d'optimisation, donc, on peut bien sûr le transformer sous forme d'un problème de décision. Pour cela, par la suite, on va toujours étudier, bien sûr, les problèmes de décision pour, bien sûr, la notion de MP complétude. C'est bon. Donc, maintenant, on va définir c'est quoi la classe P. Donc, la classe P des problèmes, donc les problèmes de la classe P.
c'est pour polynomial, donc regroupe tous les problèmes de décision qui peuvent être résolus par un algorithme déterministe de complexité polynomiale. Donc, c'est ça la notion d'un problème P. Donc, on dit ce type de problème, n'importe quel problème, que ce soit un problème dans le domaine de l'économie, de la science, de n'importe quel problème. Donc, ici, on étudie les problèmes en général. Donc, on dit c'est un problème de la classe P appartient à la catégorie P si, bien sûr, on trouve, bien sûr, un algorithme déterministe de complexité polynomiale pour résoudre, bien sûr, ce problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, un problème appartient à la classe P. Donc, tout simplement, ça peut être décidé par une machine de Turing déterministe en temps polynomial par rapport à la taille d'entrée, par rapport à la taille, bien sûr, d'entrée de notre problème, tout simplement. Ok, donc on a bien sûr le time T de n, donc on note le time T de n, la classe des problèmes de décision qui peuvent être décidés en temps de l'ordre de grandeur de T de n sur une machine déterministe où n est la taille de l'entrée. Alors, donc le P, donc la classe P, c'est tout simplement l'union, bien sûr, de temps, bien sûr, d'exécution, bien sûr, de complexité, bien sûr, de tous les problèmes qui appartiennent, bien sûr, à la classe P. C'est bon. Comment on va comparer donc, des problèmes? Donc, parfois, on sait, par exemple, qu'un problème c'est un problème, par exemple, de classe P. Donc, j'ai cette information et j'ai d'autres problèmes. Je ne sais pas est-ce que le problème est de classe P ou non. Donc, pour cela, il faut bien sûr faire la comparaison. Donc, on va bien sûr tout simplement faire la comparaison des problèmes pour pouvoir décider est-ce que le problème, par exemple, donc on disait par exemple un problème A, c'est un problème de type P, c'est-à-dire c'est un problème polynomial, et je vais par exemple décider est-ce que le B aussi c'est un problème polynomial. Donc, pour cela, il faut faire bien sûr la comparaison des problèmes. Donc, pour faire la comparaison de problèmes, tout simplement, on va faire une réduction. La réduction, par exemple, donc ici, nous avons A et B, deux problèmes de décision. Donc, une réduction de A vers B est une fonction f de A vers B calculable en temps polynomial. C'est-à-dire qu'il faut trouver un algorithme, une fonction, pour bien sûr passer de A à B, c'est-à-dire A, c'est une instance de problème A, et B, c'est une instance de problème B, c'est-à-dire de passer d'un exemple de problème A vers un exemple de problème B, tel que, donc un élément qui appartient bien sûr à oui de A, donc oui de A, c'est-à-dire c'est un problème qui bien sûr qui a la solution oui, donc c'est un problème de décision qui admet donc une instance oui de A. Donc c'est seulement si l'image de cette instance bien sûr appartient bien sûr à oui de B. C'est bon. Donc on note A inférieur ou égal à B lorsque A se réduit à B. Intuitivement, A inférieur ou égal à B signifie tout simplement que A est plus facile que B. A il est plus facile que B. Donc, A est plus facile que B. Et si on a A déjà, c'est un problème P. Donc, on peut bien sûr dire que le B, c'est un problème, bien sûr, polynomial. C'est bon. Donc, tout simplement ici, donc on prend par exemple donc une instance. Vous voyez ici une instance de A. Si, bien sûr, après la transformation avec la fonction f, donc nous avons ici arrivé à une instance de B, bien sûr, à l'instance oui. Donc, on peut dire, bien sûr, que notre problème A, c'est un problème, bien sûr, polynomial. C'est bon. Donc, ici, tout simplement, il suffit de concevoir un algorithme. Donc, se trouve bien sûr la fonction, c'est l'algorithme polynomial qui permet de décider si l'instance de A est positive ou non en temps polynomial. Donc, tout simplement, on va transformer bien sûr le I en une instance I' de B, c'est-à-dire on va bien sûr trouver une fonction qui fait cette transformation, donc qui nous permettra bien sûr de transformer une instance de A vers une instance de B, avec bien sûr la fonction f. Donc, si le I' est une instance positive, si le I', c'est-à-dire l'instance de B, est une instance positive, donc tout simplement, on dit que bien sûr, le I, c'est une instance bien sûr positive de A. C'est-à-dire, on va retourner vrai, sinon on va retourner faux, c'est-à-dire le I n'est pas une instance bien sûr positive de problème
de problème A. Donc, tout simplement ici, il faut avoir bien sûr la fonction pour transformer une instance de A vers une instance de B. Et après, bien sûr, on va décider est-ce que, bien sûr, si l'instance de B est positive, donc bien sûr, on va retourner oui. Sinon, on va retourner non, c'est-à-dire l'instance de A n'est pas une instance positive, c'est-à-dire n'est pas une instance qui admet la solution vraie. C'est bon, donc ça c'est pour bien sûr la comparaison de deux problèmes. Parfois, on sait par exemple des problèmes qui sont bien sûr des problèmes polynomiaux, mais on a un nouveau problème dans lequel on n'a pas bien sûr le résultat. Tout simplement, on peut faire bien sûr une transformation de ce problème, surtout une instance de ce problème à une instance de deuxième problème. On peut décider est-ce que bien sûr le problème appartient à la catégorie P ou non. C'est bon. Donc ici, nous avons des propriétés. Donc on peut l'utiliser bien sûr pour bien sûr décider est-ce que des problèmes sont polynomiaux ou non. Donc, soit A, B et C, trois problèmes de décision. Donc, toujours, nous avons A inférieur ou égal à A, c'est-à-dire toujours, donc nous avons le A est plus facile que A. C, bien sûr, le A est plus facile que B et B est plus facile que C. Donc, tout simplement pour déduire que A est plus facile que C. C, A inférieur ou égal à B, donc A plus facile que B et B inférieur ou égal à A, donc tout simplement, donc A et B sont deux problèmes équivalents. OK? Donc, si A inférieur ou égal à B, si A est dans P, si A dans P, c'est-à-dire A c'est un problème polynomial, tout simplement, on peut bien sûr déduire que, bien sûr, le B est dans P. Et si A inférieur ou égal à B, et si A n'est pas dans P, alors B n'est pas dans P, c'est-à-dire n'appartient pas à la classe des problèmes polynomiaux, des problèmes P. C'est bon. Donc ça, c'est pour, bien sûr, la classe P. Donc maintenant, on va étudier la classe des problèmes MP. Donc MP, c'est-à-dire non déterministe polynomial. Donc on regroupe tous les problèmes de décision qui peuvent être résolus par un algorithme non déterministe. Un algorithme non déterministe, c'est-à-dire nous n'avons pas, bien sûr, une seule solution, nous n'avons pas, bien sûr, un seul chemin pour arriver à la solution. Donc, toujours, il faut, bien sûr, vérifier des solutions pour pouvoir, bien sûr, savoir est-ce que ça, c'est une solution minimale ou c'est une solution, c'est la meilleure solution ou non. Bien sûr, de complexité polynomiale. Donc, c'est l'ensemble des problèmes dont il est possible de vérifier une solution efficacement, c'est-à-dire on a plusieurs possibilités, mais il faut vérifier quelle est la solution, la meilleure solution pour pouvoir bien sûr arriver à la solution finale. Donc, pour montrer qu'un problème est dans la classe NP, tout simplement, il suffit de trouver un algorithme qui vérifie si une solution donnée est valide en temps polynomial, tout simplement. Donc, par exemple, on peut prendre par exemple le problème de voyageurs de commerce. Si vous connaissez le problème de voyageurs de commerce, donc c'est un problème qui nous permet bien sûr de faire passer par bien sûr plusieurs villes. Donc, il faut que le voyageur bien sûr passe par plusieurs villes. Une seule fois, bien sûr, il faut faire bien sûr un circuit une seule fois. Bien sûr, il faut bien sûr minimiser la distance. Il faut bien sûr le faire d'une façon minimale. Donc, pour ce problème, on peut bien sûr trouver donc une solution rapide, donc qui nous permettre bien sûr une solution candidate bien sûr pour trouver la solution à ce problème. Donc, c'est tout simplement un chemin qui passe par toutes les villes, mais il faut toujours vérifier est-ce que c'est une solution bien sûr pour notre problème. OK, donc on peut parler des problèmes MP difficiles. Donc, on a le problème MP, on a des problèmes MP difficiles. Donc, un problème A est dit MP difficile si deux autres problèmes B de MP est tel que B inférieur ou égal à A. Donc, B inférieur ou égal à A, c'est-à-dire B, c'est un problème non polynomial, mais B il est inférieur ou égal à A, c'est-à-dire plus facile que A. Donc, tout simplement, on dit que le A est MP difficile, tout simplement, s'il est
plus difficile que tous les problèmes dans la classe MP. Donc, le problème le plus difficile dans la classe MP, donc on dit bien sûr que A est dite, bien sûr, MP difficile. Un problème A est MP complet, donc c'est la complétude. Si en plus on a A appartient à MP. Donc, c'est A, bien sûr, il est le plus difficile de tous les problèmes dans la classe. Donc, on dit que c'est que A est MP difficile. S'il appartient, si A aussi appartient à MP, donc on dit que A est MP complet. Autrement dit, A est MP complet signifie que A est un élément maximum dans MP pour, bien sûr, cette relation de réduction, de comparaison, bien sûr, des problèmes. C'est le problème le plus difficile, bien sûr, dans la catégorie MP. Donc, un problème B est dit MP complet si B appartient à MP, c'est-à-dire B c'est un problème non polynomial. Il existe bien sûr un algorithme non polynomial pour vérifier une solution rapidement. Et quel que soit A appartient à MP, donc A, il est bien sûr inférieur ou égal à B, c'est-à-dire le B, c'est tout simplement un élément maximum dans MP pour bien sûr la comparaison avec les autres problèmes MP. C'est bon, donc les problèmes MP complets tout simplement sont donc les plus difficiles de la classe, MP. C'est bon, donc comment on va prouver ou démontrer qu'un problème est MP complétude. Donc, pour prouver la MP complétude d'un problème, il suffit de prouver que A admet un vérificateur polynomial. Donc, admet un vérificateur polynomial, c'est-à-dire A appartient au problème MP. Et si on a un B inférieur ou égal à A pour un problème P, que l'on sait déjà MP complet, donc le B c'est un problème MP complet, bien sûr, il faut que ce problème inférieur ou égal à A, c'est-à-dire ce problème est plus facile que A. Donc tout simplement le A, c'est le problème le plus difficile, bien sûr, dans la MP, et donc dans la MP, dans les problèmes MP. Donc, la difficulté d'arriver à en produire un premier problème MP complet. Donc, si je connais bien sûr un problème MP complet, je peux bien sûr le comparer, mais donc il existe beaucoup de problèmes qui sont bien sûr dans la littérature qui sont bien sûr connus comme des problèmes MP complets. Et on va bien sûr le comparer avec les problèmes qu'on va étudier pour pouvoir bien sûr décider est-ce que c'est un problème MP complet ou non. C'est bon. Donc, on a des problèmes. Donc, déjà, nous avons des propriétés. Donc, problème de K-call. Donc, K-call est le problème de décision consistant à déterminer s'il est possible de colorer les sommets d'un graphe en utilisant au plus K-colleur, de telle sorte qu'aucune arête n'essaie des deux extrémités de même couleur. Donc, on a un théorème. Donc, déjà, des gens, ils ont bien sûr prouvé que ce problème K-call est MP complet pour tout K supérieur ou égal à 3. Si je dépasse bien sûr bien sûr le nombre de couleurs et dépasse 3, donc ce problème, c'est un problème MP complet. Donc ça, c'est un théorème que nous avons, donc il est prouvé par des chercheurs, etc. Mais si j'arrive, par exemple, à approximer, par exemple, j'ai un problème, je veux décider est-ce que le problème est MP complet ou non. Si j'arrive bien sûr à trouver bien sûr une approximation de mon problème, donc tout simplement de faire une réduction de mon problème. Donc je trouvais bien sûr un vérificateur, de faire une réduction à mon problème par ce problème qui est connu, c'est un problème MP complet. Donc je peux bien sûr décider est-ce que mon problème, c'est un problème MP complet. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, des problèmes qui sont connus dans la littérature, qui sont MP complets. Donc, quel est le rôle de nous? Donc, bien sûr, de trouver une réduction vers ce type de problèmes pour pouvoir décider, bien sûr, est-ce que, bien sûr, nos problèmes, ce sont des problèmes faciles ou ce sont des problèmes, bien sûr, MP complets. C'est bon. Donc ici, nous avons bien sûr une question qui n'a pas de solution jusqu'à maintenant, donc à l'heure actuelle. Donc on a bien sûr, ça c'est très simple, donc P est inclus dans MP, mais on n'a pas la réponse bien sûr à que MP donc inclut dans P pour pouvoir dire bien sûr que P égale à MP, c'est-à-dire la classe des problèmes P
égale à la classe des problèmes MP. Donc, cette question, elle est ouverte jusqu'à maintenant. Donc, il y a bien sûr une université qui a bien sûr, qui peut offrir bien sûr donc 1 million de dollars donc qui trouvait bien sûr la solution à cette question, c'est-à-dire qui va prouver bien sûr que P égale à MP. Donc, donc cette question, elle est posée depuis 40 ans et jusqu'à maintenant, on n'a pas bien sûr une solution à ce problème-là. C'est-à-dire, on sait que P est inclus dans MP, mais on ne peut pas bien sûr décider dans le sens inverse que MP, donc inclus dans P, pour pouvoir dire bien sûr que les problèmes P sont des problèmes MP. C'est bon, donc ici nous avons un exemple, un exercice tout simplement. Est-ce que ce problème, c'est un problème MP complet? Donc on considère le problème MP complet classique de 3 matchings. Donc il y a un garçon, donc G de G1 jusqu'à Gn, qui peuvent épouser une fille, F1 jusqu'à Fn, et s'installer dans une maison, M1 jusqu'à Mn. Donc un ensemble S contient plusieurs triplés de la forme IJK qui représentent les souhaits. Ainsi, un triplet IJK signifie que GI et FI sont d'accord de se marier et de s'installer à la maison MK. Donc le problème algorithmique est le suivant. Étant donné N et S, trouver une façon de marier et loger tous les couples en respectant tous les souhaits ou dire que c'est impossible. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver bien sûr une solution ou on n'a pas bien sûr la solution. Si on n'a pas la solution, bien sûr, on va bien sûr produire non. Si on a la solution, bien sûr, on va produire oui. Donc ça, c'est un exemple, bien sûr, parmi les exemples MP complets. Donc il est très difficile de faire, bien sûr, cette combinaison, de pouvoir, bien sûr, marier chaque garçon avec une fille, bien sûr, de le loger dans une maison. C'est bon. OK, donc ça, c'est pour bien sûr des notions de la MP complétude sur quoi un problème MP, c'est quoi un problème P, c'est quoi bien sûr un problème MP complet. C'est bon. Donc maintenant, on va étudier donc un exemple qui est très important pour pouvoir faciliter un petit peu bien sûr l'étude de la MP complétude. Donc on va parler de problème SAT dans lequel on va bien sûr avoir des outils qui sont un petit peu simples pour bien sûr traiter les problèmes de MP complétude. Donc concernant ce problème, donc on va essayer de commencer par une petite introduction à la logique mathématique. Donc, on va commencer par la notion de variable propositionnelle. Donc, une variable propositionnelle, tout simplement, c'est une variable booléenne prenant ses valeurs dans l'ensemble vrai ou faux. Donc, c'est une variable qui nous donne, bien sûr, comme résultat, soit elle prend la valeur 0, soit elle prend la valeur 1. C'est-à-dire, soit elle nous donne, bien sûr, la valeur 0, soit elle nous donne bien sûr la valeur 1, c'est-à-dire qu'on peut prendre seulement les deux valeurs, on l'appelle variable propositionnelle, ou proposition atomique, ou atome tout simplement. Donc, une formule propositionnelle, donc tout simplement, une formule propositionnelle, c'est une formule qui est bien sûr formée des variables propositionnelles. Donc, c'est une expression propositionnelle et une formule bien formée qui possède une valeur de vérité. Donc, s'il est formé avec des variables propositionnelles, si je donne des valeurs aux différentes variables propositionnelles, donc à la sortie, je vais bien sûr avoir une valeur de vérité, soit elle va bien sûr retourner 0, soit elle va retourner 1. Donc, si les valeurs de toutes les variables propositions dans une formule proposition donnée, donc une unique valeur de vérité peut être déterminée, c'est-à-dire on va bien sûr avoir soit 0, soit 1. Donc, pour cela, on va étudier bien sûr ce type de concept pour pouvoir bien sûr, parce que donc toujours on va parler des problèmes de décision, soit on a la solution vraie, soit on a la solution bien sûr fausse. C'est bon, donc pour cela, on va étudier bien sûr les variables propositions, les formules propositions. On va bien sûr parler de problème SAT. C'est bon, donc ici,
Donc, nous avons une définition. Donc, soit un alphabet constitué d'un ensemble de variables propositionnelles, un ensemble de variables propositionnelles, c'est-à-dire qui admet soit 0, soit 1 comme valeur, et de deux symboles particuliers. Donc, ce symbole qui correspond à vrai et ce symbole qui correspond à faux. Donc, soit les connecteurs suivants de négation, le nom, la négation logique, de conjonction, de et logique, de disjonction, de ou logique, d'implication, c'est alors, d'équivalence, c'est et seulement si, et les opérateurs auxiliaires de parenthésage, bien sûr, les parenthèses pour forcer, bien sûr, parfois des opérations. Donc, l'ensemble FCP des formules de calcul propositionnel est construit récursivement en appliquant les règles suivantes. Récursivement, c'est-à-dire on va commencer d'une variable propositionnelle et après, bien sûr, on peut former, bien sûr, notre formule d'une façon récursive, pas à pas. C'est bon, donc on a une variable propositionnelle où ce symbole, donc les deux symboles sont des formules. Si phi est une formule, alors si on le met phi entre parenthèses, il reste toujours une formule propositionnelle. Si phi est une formule, alors bien sûr la négation de phi est une formule. Et si phi et psi sont des formules, alors la disjonction entre phi et psi, la conjonction entre phi et psi, et bien sûr le symbole d'implication entre les deux, et bien sûr le symbole d'équivalence entre les deux, entre parenthèses, sont des formules. Donc ça, c'est comment on va former bien sûr des formules propositionnelles avec bien sûr des variables propositionnelles, bien sûr des connecteurs. C'est bon. Donc ici, nous avons un exemple. Donc par exemple, ici, nous avons le P implique P, donc des jonctions avec R, et P des jonctions Q sont des formules propositionnelles. On peut la représenter d'une façon bien sûr arborescente, comme ça par exemple. Nous avons P implique donc la négation de Q, donc conjonction de R. On peut bien sûr le représenter comme ça. Donc je mets ici donc implique P, la conjonction de la négation de Q avec R. Donc on peut bien sûr le représenter sous forme d'un A. C'est bon, tout simplement. OK, on a la notion de sous-formule propositionnelle. Donc l'ensemble SF de phi des sous-formules d'une formule phi est défini par induction de la façon suivante. On va le définir par récurrence, bien sûr de la façon suivante. SF de P, si on a une variable propositionnelle, donc il est égal à P. SF de la négation d'une formule phi, donc égal à la négation bien sûr de phi union le SF de phi, c'est-à-dire le sous-formule bien sûr de phi. Sous-formule de phi, bien sûr, ici, on va faire bien sûr une opération avec les connecteurs. Donc les connecteurs soit de conjonction, de disjonction, d'implication, etc. Donc égal à bien sûr phi, donc conjonction par exemple psi, union, donc les sous-formules de phi, union les sous-formules de psi. Donc ça c'est bien sûr des définitions pour pouvoir bien sûr trouver les sous-formules d'une formule phi. Donc psi est une sous-formule de strict de phi, si psi est une sous-formule de phi qui n'est pas phi, c'est-à-dire on ne va pas prendre en considération bien sûr la formule phi. C'est bon, donc ici nous avons un exemple. Donc par exemple cette formule, la formule P implique la négation de Q conjonction avec R entre parenthèses. Donc les sous-formules de cette formule propositionnelle, tout simplement, on peut trouver le P, donc le P, le Q, le R, la négation de Q, conjonction avec R, et bien sûr la formule tout entière. Donc ça c'est bien sûr dans le cas où on n'a pas bien sûr, on ne parle pas bien sûr de sous-formule stricte. Si on parle de sous-formule stricte, c'est-à-dire on ne va pas prendre en considération bien sûr la formule tout entière. C'est bon. Donc tout simplement, vous voyez ici,
formule de P, c'est P. Donc, vous voyez ici, donc nous allons prendre les variables propositionnelles, PQ, R, et après, bien sûr, la négation de Q, la négation bien sûr, cette partie. Donc, à chaque fois, donc, on va prendre, bien sûr, tous les sous-formules. Donc, en se basant, bien sûr, sur cette définition, tout simplement. OK. Valuation d'une formule propositionnelle. Donc, valuation, c'est-à-dire la valeur de sortie, la valeur qui va prendre, bien sûr, notre formule propositionnelle. Tout simplement, si on donne, bien sûr, des valeurs aux différentes variables propositionnelles qui forment, bien sûr, notre formule. Donc, une valuation V est une application, bien sûr, dans l'ensemble des variables propositionnelles dans 0,1. Dans 0,1, c'est-à-dire, à la sortie, on va trouver soit 0, soit 1. C'est pour cela qu'on dit, bien sûr, des problèmes de décision. Soit on va produire la valeur 0, soit on va produire la valeur 1. Donc, la valeur 0 désigne le faux et la valeur 1 désigne le vrai. La valuation d'une formule se détermine de façon naturelle par extension de la valuation V aux formules de la façon suivante. Donc, tout simplement, nous avons des tables de vérité pour pouvoir, bien sûr, faire les différentes opérations pour pouvoir, bien sûr, produire des valuations, des valeurs pour chaque, bien sûr, opération, si on utilise, bien sûr, les connecteurs logiques. C'est bon. Donc, tout simplement, ici, l'évaluation de la négation d'une formule propositionnelle phi égale à 1, si et seulement si, bien sûr, l'évaluation de cette formule égale à 0. Donc, si c'est le contraire, c'est la négation. L'évaluation de phi disjonction psi égale à 1, si et seulement si, l'évaluation de phi égale à 1, l'évaluation de psi égale à 1. Donc, ça, c'est, bien sûr, c'est O logique, ça c'est bien sûr illogique. Donc la variation de psi conjonction de phi conjonction psi égale à 1 si seulement si bien sûr on a les deux variations égales à 1. Donc tout simplement ici nous avons bien sûr la table de vérité pour bien sûr les différents connecteurs qu'on peut utiliser avec bien sûr les variables propositionnelles pour pouvoir bien sûr réaliser ou pour pouvoir bien sûr trouver quelle est la sortie, bien sûr, quelle est la valeur donnée par une formule propositionnelle, tout simplement. Donc, vous voyez ici, donc, nous avons la table de vérité pour la négation, pour la conjonction, pour la disjonction, pour l'implication, pour l'équivalence entre, bien sûr, vous voyez ici, on utilise bien sûr des variables propositionnelles. C'est bon. On peut parler de la notion d'un modèle. Donc, un modèle de phi est une variation V telle que V de phi égale à 1. Donc, si on a le V de phi, c'est-à-dire la variation de la formule propositionnelle phi égale à 1, donc on dit que ça, c'est un modèle, bien sûr, de phi. Donc, on note mode phi, l'ensemble des modèles de phi. Donc, si nous avons un exemple, donc par exemple, si nous avons donc l'ensemble des variables propositionnelles qui contiennent le P, le Q, le R, et nous avons cette formule propositionnelle, donc P, donc disjonction de Q, conjonction de P, disjonction de la négation de R, alors l'ensemble des modèles de phi est cet ensemble. Pourquoi? Tout simplement, vous voyez, si je donne à P 0, à Q 1, et je donne à R 0, donc tout simplement, cette formule phi, il va donner la valeur, la valuation, elle va donner la valeur 1. Si je donne 1, 0, 0, elle va donner 1. Si je donne les 3, 1, 1, 1, elle va donner 1. Et si je donne 1, 1, 0, elle va donner 1. Si je donne 1, 1, 1, elle va donner 1. C'est-à-dire, on va tout simplement chercher les différentes combinaisons pour, bien sûr, les différentes variables. Donc, on va donner, bien sûr, des combinaisons, des valeurs, donc soit 0, soit 1, pour les différentes variables propositions, pour pouvoir, à la sortie, avoir, bien sûr, la valeur 1 pour cette formule proposition. Donc, on dit c'est l'ensemble des modèles de phi. Donc, ça, c'est un modèle, premier modèle. Donc, ça, c'est le deuxième modèle, etc. Donc, jusqu'à, bien sûr, trouver tous les modèles, c'est-à-dire l'ensemble des modèles de phi. Donc, par exemple, si on donne 0, 1, 0, donc ici, P, c'est 0, disjonction
avec 1, donc il nous donne 1. Et P, par exemple ici, P0, et la négation de R, c'est 1. Donc disjonction 0, disjonction 1, c'est 1. Donc 1, conjonction avec 1, il nous donne 1. C'est-à-dire à la sortie, je vais trouver la valeur 1. C'est la même chose pour, bien sûr, les autres, bien sûr, modèles. Donc on dit que ça, c'est les différents modèles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 modèles pour cette formule propositionnelle. C'est bon. Donc, tout simplement, quelles sont les valeurs qu'on va donner aux différentes variables propositionnelles pour trouver, bien sûr, la variation 1. OK, donc on a la notion d'un littéral. Donc, un littéral est une variable booléenne I ou sa négation. Soit la variable, soit la négation. Donc, la négation, on peut le noter comme ça, on peut le noter comme ça. Donc, autrement dit, c'est une formule I de la forme P où la négation de P où P est un symbole propositionnel. Donc, et appelé littéral positif et bien sûr la négation, c'est littéral négatif. On note tilde i, le littéral complémentaire à i. Donc, la notion de clause, donc une clause disjonctive est une disjonction de l'hétéro. Une disjonction de l'hétéro, c'est-à-dire on va appliquer bien sûr le connecteur de disjonction entre les littéraux, c'est-à-dire entre bien sûr les variables booléennes. Ou les II sont des littéraux. Une clause conjonctive, maintenant on va appliquer bien sûr la conjonction avec bien sûr les variables booléennes, c'est-à-dire avec les littéraux. OK. Donc tout ça pour arriver bien sûr à définir c'est quoi une formule conjonctive. Donc une formule se forme normale conjonctive ou se forme clausale est une conjonction de clauses disjonctives. C'est une conjonction de clauses disjonctives, c'est-à-dire il faut avoir des clauses disjonctives, c'est-à-dire on a une disjonction de l'hétéro et bien sûr on va faire des conjonctions entre les clauses disjonctives. Donc, vous voyez ici, donc, ce sont des conjonctions entre les clauses disjonctives, les CI, les CJ sont des clauses disjonctives, ou encore, bien sûr, on peut avoir, bien sûr, vous voyez ici, des conjonctions, de disjonctions des littéraux. Conjonction, disjonction des littéraux. Donc, on dit que c'est une forme normale conjonctive. Donc, la formule suivante est se forme normale conjonctive, tout simplement parce que vous voyez ici, donc, nous avons des littéraux, donc x1, x2, et bien sûr ici, la négation de x3. Donc, un littéral, soit la variable, soit sa négation. C'est bon. Donc, ici, nous avons les variables propositionnées x1, x2, x3. Donc, ici, nous avons littéral x1, x2. La négation, c'est un littéral. Donc, vous voyez ici, nous avons une disjonction entre les variables. Donc, disjonction ici, on a ici une disjonction entre x1 et x3. Et on a ici, bien sûr, le littéral x1, donc la négation de x1. Donc, vous voyez, nous avons une opération de conjonction entre bien sûr, ces clauses disjonctives. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une formule normale conjonctive. C'est bon. Donc, un littéral i, idée pure pour la formule phi, se forme bien sûr normale conjonctive si et seulement s'il apparaît soit uniquement positivement, soit uniquement négativement dans phi. C'est-à-dire, par exemple, ici, donc par exemple, le x2, elle apparaît, donc ici c'est un littéral pur, il apparaît uniquement positivement dans la formule. Donc x2, nous avons seulement x2, nous n'avons pas bien sûr la négation de x2, donc on dit que x2 c'est un littéral qui est pur pour la formule, bien sûr, pour cette formule. C'est bon, donc après, donc on parle de la forme normale disjonctive, donc ici la forme normale conjonctive, on a la forme normale disjonctive, c'est le contraire, donc la forme normale conjonctive, c'est une disjonction de clause conjonctive. Une disjonction de clause conjonctive, vous voyez ici, donc nous avons ici des relations de conjonction entre bien sûr les littéraux, donc ça c'est une clause disjonctive. Et ici, nous avons une relation, bien sûr, de disjonction, bien sûr, clause conjonctive, ici, disjonction entre, bien sûr, les clauses
conjonctif. Donc, bien sûr, on a ici donc Q, P, R et S, ce sont bien sûr des littérales, ce sont des variables propositionnelles. C'est bon. Donc, tout ça, on a étudié tout ça pour arriver, bien sûr, à voir c'est quoi une formule satisfaisable. Donc, une formule booléenne phi est dite satisfaisable s'il existe au moins une affectation de valeur à ces variables de telle sorte que cette formule soit vraie. C'est-à-dire, parmi tout simplement, il admet un modèle. C'est-à-dire, il faut chercher un modèle pour la formule. Si je trouve un modèle, au moins un modèle, donc on dit c'est une formule satisfaisable. Une formule booléenne phi est dite insatisfaisable et si elle n'admet aucun modèle, c'est-à-dire on ne peut pas trouver, donc parmi toutes les combinaisons que je veux donner, bien sûr, aux variables propositionnelles qui forment notre formule booléenne, on ne peut pas trouver, bien sûr, un modèle. Donc, l'ensemble des modèles de phi égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire on n'a aucune évaluation positive pour, bien sûr, notre formule booléenne. Donc, ici, nous avons un exemple. Donc, par exemple, la formule qui est formée, bien sûr, des variables propositionnelles P et Q, qui est égale à donc, P des jonctions de Q, donc conjonction P conjonction Q, est une formule booléenne satisfaisable, tout simplement parce qu'il admet un modèle. Donc, il admet un modèle, c'est-à-dire, si on donne, par exemple, il est vrai si on donne la valeur vraie à P et à Q. Si je donne la valeur P vraie à P et à Q, vous voyez ici, nous avons vrai, donc disjonction vraie, qui nous donne bien sûr vrai. Ici, vrai, conjonction vraie, nous donne vrai, vrai, conjonction vraie, nous donne vrai, donc à la sortie. Donc, on a au moins, bien sûr, un modèle pour, bien sûr, la formule. Donc, on dit que c'est une formule qui est, bien sûr, satisfaisable. Par contre, ici, cette formule phi qui égale, bien sûr, P conjonction avec P des jonctions Q, conjonction Q, n'est pas satisfaisable, donc on ne va pas trouver, bien sûr, un modèle. Donc, d'après toutes les combinaisons que je veux donner, par exemple, à P et Q, donc je ne vais pas, bien sûr, trouver un modèle pour, bien sûr, pour trouver, donc, à la sortie, bien sûr, la valeur vraie pour la formule. Donc, je vais, bien sûr, faire des combinaisons. Donc, je donne 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et je vais voir la sortie. Donc, toujours, je vais, bien sûr, trouver la sortie que des zéros. Donc, on dit que c'est une formule qui n'est pas satisfaisable. C'est bon. OK, on a la notion de tautologie. Donc, une formule phi est une tautologie ou valide si la valuation de phi égale à 1 pour toute valuation. C'est-à-dire pour n'importe quelle valuation v, donc toujours, bien sûr, la valuation égale à 1. Donc, on dit que phi, ça c'est des définitions, on dit que phi est équivalente à psi si les deux formules ont les mêmes modèles. C'est-à-dire l'ensemble, bien sûr, des modèles de phi, c'est les mêmes, bien sûr, c'est le même ensemble des modèles de psi. Une formule psi est conséquence logique d'une formule phi si tout modèle de phi est un modèle de psi. Donc, tout modèle de phi est un modèle de psi. Donc, c'est-à-dire, les modèles de phi sont des modèles de psi. On peut bien sûr avoir d'autres modèles pour le psi, c'est-à-dire le modèle de phi, c'est une partie, bien sûr, de l'ensemble des modèles de psi. Donc, on dit que c'est une conséquence logique d'une formule, bien sûr, psi, d'une formule phi. C'est bon. Donc, tout ça, cette introduction, tout simplement, il est là pour pouvoir arriver à un problème qui est très important, pour pouvoir, bien sûr, définir c'est quoi la notion de problème SAT. Donc, pour faciliter, bien sûr, l'étude de la MP complétude, tout simplement. Donc, on va définir c'est quoi un problème SAT. Donc, le problème de satisfaction de contraintes booléennes et le problème connu sous le nom de SAT, satisfaction des problèmes booléens, consiste à décider si une formule propositionnelle, donc formule propositionnelle que nous avons vue jusqu'à maintenant, appartient donc à la formule de propositionnelle exprimée comme une conjonction de disjonctions. Donc, c'est une formule qui est exprimée comme conjonction de disjonctions et satisfaisable ou non, admis ou non un modèle. C'est ça, bien sûr, le problème de
de satisfaction de contrainte, le problème SAT. Donc, ici, nous avons un exemple, donc les données. Une formule booléenne mise sous forme normale de conjonction. Donc, phi égale à, vous voyez ici, donc nous avons une formule qui est formée, bien sûr, de conjonction des disjonctions, des clauses disjonctives. Donc, vous voyez ici, donc, nous avons une clause disjonctive, une clause disjonctive, etc. On a, bien sûr, la conjonction des clauses disjonctives. Donc, ça, c'est une, bien sûr, formule booléenne sous forme de exprimer, bien sûr, de conjonction des disjonctions. Donc, ça, c'est donc la question, est-ce que la formule admet au moins un modèle? Si elle admet un modèle, donc on dit bien sûr que la formule est satisfaisable, c'est-à-dire nous avons bien sûr notre problème SAT, donc il a une solution. Donc, par exemple, pour cet exemple, si je donne par exemple la valeur 0 à la variable propositionnelle x1, la valeur 1 à la variable propositionnelle 2, x2, et la valeur 1 à la variable propositionnelle x3. Donc, notre formule, il va bien sûr nous retourner oui, c'est-à-dire il est satisfaisable. Donc, cette formule, donc, bien sûr, elle admet au moins un modèle. C'est bon, donc, ça, c'est la notion, bien sûr, de problème SAT. Donc, le problème SAT est le problème de décision suivant. Donc, nous avons une formule, se forme, bien sûr, une formule se forme de conjonction des disjonctions, se forme, bien sûr, normale conjonctive. Et la sortie, oui, c'est fait et satisfiable, ou non, sinon. Donc, c'est ça, un problème SAT. La notion de problème valide, le problème valide est le problème de décision suivant. Donc, à l'entrée, nous avons fait. Donc, oui, c'est fait et valide. Non, sinon. Donc, valide tout simplement pour n'importe quelle valeur, bien sûr, des valeurs qu'on peut, bien sûr, toujours nous donne, bien sûr, pour toute valuation, pour toutes les variations que je donne, bien sûr, aux différentes variables propositionnelles, toujours nous avons, bien sûr, toujours, bien sûr, nous avons la solution vraie, simplement. OK, donc nous avons un théorème. Donc, Koch, il nous a prouvé que le problème SAT est incomplet. Le problème SAT est un peu complet. Donc, maintenant, nous avons bien sûr un résultat, c'est que le problème de satisfaction de contrainte est un peu complet. Donc, si j'ai un problème, n'importe quel problème, et je veux démontrer est-ce que ce problème est un peu complet ou non, donc il faut bien sûr faire, par exemple, une réduction donc avec un problème, avec le problème SAT pour pouvoir bien sûr décider est-ce que le problème est un peu complet ou non. C'est bon, donc tout simplement, comment on fait la réduction d'un problème à SAT, donc, pour bien sûr décider est-ce que le problème est un peu complet ou non. Donc, par exemple, la plupart du temps, les problèmes sont énoncés en français dans un fragment de français plus ou moins ambigu. Donc, la première étape est d'identifier les propositions atomiques d'un énoncé. Il s'agit des plus petits briques de l'énoncé qui soient indécomposables et qui peuvent prendre la valeur vraie ou faux. Donc, on va bien sûr essayer d'analyser le problème et bien sûr d'identifier bien sûr les propositions atomiques de notre problème. On va bien sûr décomposer bien sûr le texte sous forme des petits briques de l'énoncé et bien sûr je vais essayer de voir bien sûr comment on va former bien sûr faire la réduction à un problème SAT. Donc il faut ensuite construire une formule traduisant les énoncés à partir des propositions en utilisant le connecteur booléen. Donc on utilise pour cela la table de correspondance suivante. Donc, par exemple, si on a dans le texte et mais, on peut bien sûr utiliser ce connecteur, c'est-à-dire le connecteur de conjonction. Ou, donc bien sûr, on utilise le connecteur de disjonction, le logique. Notamment, donc l'indication, il n'est pas vrai que la négation, si P alors Q ou P seulement si, P seulement si P, donc Q seulement si P, donc on peut bien sûr le transformer comme ça, on utilise l'implication.
PC est seulement CQ, donc on peut utiliser l'équivalence et ainsi de suite. Donc, ça dépend bien sûr de problèmes, donc de l'énoncé de problème. Donc, on peut bien sûr le trouver, bien sûr. Donc, on peut bien sûr donc, le transformer sous forme, bien sûr, d'un problème SAT. Donc, on va essayer, bien sûr, tout simplement de le décomposer sous forme des petits briques de l'énoncé, de pouvoir, bien sûr, formuler, bien sûr, des formules, bien sûr, dans lesquelles on va utiliser, bien sûr, les connecteurs logiques. On va utiliser, bien sûr, des variables pour pouvoir, bien sûr, trouver des solutions pour, bien sûr, pour pouvoir le réduire à un problème SAT. Donc, par exemple, nous avons ici un exemple. Donc, considérons l'énoncé, le triangle est équilatéral si et seulement si il a trois côtés égaux. Donc, on peut poser, par exemple, 3. Le triangle a trois côtés égaux. Donc, cette variable propositionnelle. Donc, il va prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Soit le triangle a trois côtés égaux, soit non. Et le triangle est équitable et équilatéral. Donc, l'énoncé se traduit par, bien sûr, 3, si et seulement C, équi. Donc, concernant cet énoncé. Donc, on a bien sûr essayé on va essayer bien sûr de réduire, bien sûr, à un problème de SAT. Donc, on effet des composants l'énoncé, le triangle est équitable, équilatéral, si il a trois côtés égaux, se traduit par 3 implique équi. Le triangle est équilatéral seulement s'il a trois côtés égaux, signifie que si le triangle est équilatéral, alors il a forcément trois côtés égaux et se traduit donc par équi implique 3. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit exemple, mais nous pouvons bien sûr utiliser bien sûr donc les différents bien sûr variables bien sûr propositionnelles et bien sûr les différents connecteurs pour pouvoir bien sûr traduire bien sûr un problème sous forme d'un problème SAT pour faciliter bien sûr l'étude bien sûr des problèmes et décider est-ce que c'est un problème MP ou non pour pouvoir bien sûr trouver des solutions par la suite. C'est bon, la restriction de problème SAT, donc nous avons bien sûr des variantes de SAT, donc le problème de SAT et la restriction de problème SAT aux formes normales conjonctives avec au plus de latéraux par clause. Donc pour chaque clause, donc ici par exemple, ici nous avons des clauses, vous voyez ici, pour chaque clause, on ne peut pas avoir plus que 2 latéraux. Donc ici nous avons 2, 2, 2, mais ici nous avons 3, donc ça ce n'est pas un problème de SAT, parce que ici nous avons 3 latéraux, donc ça c'est un problème 3 SAT par exemple, c'est bon. Donc, on appelle des variantes de SAT. Problème 3 SAT est la restriction de problème SAT aux formes normales conjonctives avec au plus 3 latéraux par clause. Le problème SAT se forme bien sûr normal conjonctif et la restriction de SAT aux formules booléennes données sous forme normale conjonctive. Le problème K-SAT est la restriction de SAT au cas où toutes les clauses ont au plus qu'à latéraux. Simplement, donc ici, ce sont des variantes, bien sûr, de SAT. C'est bon, donc on va étudier le problème de SAT. Donc le problème de SAT est celui de satisfaisabilité d'une formule sous forme clausale dont les clauses sont d'ordre 2. Donc chaque clause est une disjonction de plus de latéraux. Donc ici, vous voyez ici, donc nous avons un exemple. Donc toujours, on ne peut pas dépasser 2. Ici, nous avons 2 latéraux, 2 variables propositionnelles, 2 latéraux, etc. Donc ça, on appelle un problème, bien sûr, de SAT. Donc, nous avons le problème de SAT, il est donc donné comme ça. Le problème de SAT est le problème de décision suivant. Donc, entrée, nous avons une formule normale conjonctive avec 2 latéraux par clause. On ne peut pas dépasser, bien sûr, 2 latéraux. Donc, la sortie, soit oui, si il est satisfaisable, non, sinon. Donc, on a un théorème qui dit que le problème de SAT est donc P, c'est-à-dire c'est un problème polynomial, donc il est résolvable en temps polynomial, c'est-à-dire je peux trouver bien sûr un algorithme qui peut nous donner la solution en temps polynomial. Donc on peut exploiter ce théorème pour pouvoir bien sûr décider
Par la suite, si on a des problèmes, on va bien sûr tout simplement essayer de trouver une réduction vers le problème de SAT, parce que le de SAT, on connaît déjà que c'est un problème P, et on peut bien sûr décider est-ce que, donc si on trouve une réduction, une fonction qui nous fait bien sûr la réduction, on peut décider est-ce que bien sûr le problème est P ou bien sûr ce n'est pas un problème polynomial. C'est bon. Donc concernant l'algorithme, comment on va bien sûr l'algorithme de SAT pour pouvoir bien sûr dire est-ce que le problème est dans P. Donc tout simplement une clause d'ordre 2. Une clause d'ordre 2. Donc bien sûr ici nous avons notre formule propositionnelle. C'est une conjonction des disjonctions bien sûr des clauses qui contiennent deux littéraux. Donc une clause d'ordre 2 et un disjonctif de I2 équivalent à la négation de I1 implique I2. Bien sûr, conjonction de la négation de I2 implique I1. Donc, pour résoudre ça, pour une formule phi d'ordre 2, on construit le graphe orienté dual, bien sûr, appelé graphe de SAT selon les deux règles suivantes. Donc, il contient bien sûr des sommets et des arêtes. Donc, et c'est l'ensemble des sommets qui sont les propositions atomiques de phi et leur négation. Donc, tout simplement, on va prendre les propositions atomiques, c'est-à-dire, par exemple, ici, on va prendre le P1, le P2 et le P3. Ce sont bien sûr les sommets de notre graphe. Et les négations, c'est-à-dire, on va prendre aussi la négation de P1, la négation de P2 et la négation de P3. Ce sont les sommets de graphes pour bien sûr, le problème de SAT. Et l'ensemble des arêtes A qui est égal à E1, E2, tel que phi contient une clause équivalente à, bien sûr, E1 implique E2. Donc, E1 implique E2, c'est-à-dire si on a une disjonction entre E1 et E2, donc on va bien sûr créer une équivalence comme ça, c'est-à-dire si la négation de E1 implique E2, conjonction, bien sûr, la négation de E2 implique E1. Bien sûr, notre formule ne contient que des disjonctions de deux littéraux, la conjonction, bien sûr, des disjonctions de deux littéraux. Donc, chaque clause E1 disjonction de E2 est donc associée à deux arcs, E1 et E2, et E2 et E1, c'est-à-dire d'après, bien sûr, cette écriture. Donc, alors, la formule phi est insatisfaisable, c'est-à-dire elle nous donne bien sûr la réponse fausse, si et seulement si il existe une variable P telle qu'il existe dans J de phi, c'est-à-dire donc le graphe que nous avons fait pour notre problème de SAT, un chemin allant de P à la négation de P et un chemin allant de la négation de P à P. Et une autre formulation, la formule phi est satisfaisable si et seulement si pour chaque variable propositionnelle P, les sommets P et la négation de P du graphe sont dans deux composantes fortement connexes, distinctes. Donc, vous connaissez ce qu'on va fortement connexe si vous avez fait bien sûr les théories des graphes. Sinon, on va tout simplement utiliser la première formule. Tout simplement, la formule phi est insatisfaisable si seulement si il existe une variable P telle qu'il existe dans J de phi, un chemin allant de P à la négation de P, un chemin allant de la négation de P à P. Donc, par exemple, si nous avons un exemple, donc tout simplement, une composante fortement connexe d'un graphe orienté G est un sous-graphe maximal de J tel que pour toute paire de sommets U et V dans ce sous-graphe, il existe un chemin de U à V, un chemin de V à U. Donc, toujours, nous avons un chemin bien sûr, de sommet U vers le sommet V et un chemin de sommet U vers le sommet V pour, bien sûr, un composant fortement connexe. Donc, dans un graphe G, donc on peut trouver une partie, bien sûr, de G, c'est un sous-graphe dans lequel on a cette propriété. Donc, on dit ce sous-graphe, c'est un, bien sûr, composant fortement connexe. Donc, pour, bien sûr, pouvoir, bien sûr, calculer les composants fortement connexes d'un graphe, on peut utiliser l'algorithme de le Parjan. Donc, vous pouvez bien sûr le consulter ici dans ce lien.
Bien sûr, il nous donne bien sûr le calcul en complexité, bien sûr, grand E de donc le cardinal de S plus le cardinal, c'est-à-dire le nombre des sommets plus le nombre des arêtes. C'est bon. Donc ici, on va voir un exemple. Donc par exemple, nous avons cette formule. Donc c'est une formule pour un problème de SAT. Vous voyez ici que nous avons des clauses, des disjonctions, des clauses de deux littéraux. Et bien sûr, après la conjonction des clauses disjonctives de deux littéraux. Donc, vous voyez par exemple, pour bien sûr, donc il faut former un graphe dans les sommets. Donc les sommets, c'est les variables propositions et les négations. Donc vous voyez ici, nous avons P1, P2, P3 et P4 comme variables propositionnelles. Donc les sommets, c'est P1, P2, P3, P4. Et bien sûr, les négations, donc la négation de P1, de P2, de P3, de P4. Donc comment on va former bien sûr les liens? Tout simplement, on va utiliser cette opération. Donc pour chaque clause, bien sûr, de deux littéraux, donc pour chaque clause de deux littéraux, vous voyez ici par exemple la première, donc P3 disjonctif de la négation de P4, donc elle est équivalente tout simplement équivalente bien sûr à cette écriture. C'est-à-dire on va trouver la négation donc pour I1 disjonctif de I2, donc elle est équivalente tout simplement à la négation de I1 implique I2, la conjonction bien sûr de I2 implique I1. Donc on va l'appliquer pour bien sûr chaque clause ici. Donc vous voyez ici par exemple pour P3, P4, donc nous avons P3 disjonction de la négation de P4, donc il est équivalente à la négation de P3. Donc il faut qu'on a bien sûr une arête. Vous voyez ici, donc d'après l'algorithme, ici pour chaque, bien sûr, pour chaque équivalent, bien sûr, c'est une arête dans notre graphe. C'est-à-dire, on va trouver bien sûr, donc pour cette clause, on va trouver bien sûr une arête de la négation de P3 vers la négation de P4. Vous voyez ici, donc la négation de P3 vers la négation de P4, vous voyez, donc si je fais la négation de P3, la négation de négation, donc vers P4, vous voyez, donc la négation de I1 vers P4, donc vers le I2, donc le I2 ici, c'est la négation de P4, donc on va voir une arête, mais bien la négation de P3 et la négation de P4, et après, donc, on a la négation de I2. Donc la négation de I2, c'est-à-dire je vais faire la négation de P4 et on a bien sûr implique le I1. Donc négation de négation, c'est-à-dire on a bien sûr une arête entre P4 et P3. C'est bon. Donc la négation de P4, c'est P4 et implique bien sûr P3. Donc nous avons une arête entre P4 et P3. Donc on va faire tout simplement pour chaque clause, on va faire cette opération. Pour chaque clause, on va faire cette opération, bien sûr, pour trouver bien sûr toutes les arêtes. Si je trouve qu'il existe une variable P telle que, et qu'elle existe bien sûr dans le graphe un chemin allant de P à la négation de P et un chemin allant de la négation de P à P, donc on dit que c'est une formule insatisfaisable. Sinon, donc c'est une formule qui est satisfaisable, c'est-à-dire le problème SAT il nous donne la solution vraie, et si le problème SAT nous donne la solution n'est pas vraie. Donc par exemple ici, donc nous avons, vous voyez ici, donc nous avons par exemple, si je prends par exemple le P3, donc le P3, donc nous avons un chemin de P3 vers la négation de P3. Vous voyez ici, je peux passer ici, je peux passer à P4 et j'arrive ici à P3. Et nous avons un chemin de la négation de P3 vers P3. La négation de P3 vers P3, je peux faire ce chemin.
je passe ici la négation de P4, je peux passer à la négation de P2 et j'arrive à P3. Donc, si j'ai ce chemin, donc vous voyez ici, si j'ai un chemin de P à la négation de P et un chemin allant de la négation de P à P, donc on dit que c'est une formule insatisfaisable, c'est-à-dire notre, bien sûr, notre problème SAT, il nous donne bien sûr la solution fausse. C'est bon, donc ici, ça, c'est une formule qui est insatisfaisable. Par contre, ici, nous ne pouvons pas trouver, bien sûr, un chemin qui passe de P3. Donc, par exemple, ici, de P3 à la négation de P3, oui, nous avons un chemin, mais je ne peux pas trouver un chemin de la négation de P3 vers P3. C'est la même chose pour P4. Donc, de P4 vers la négation de P4, mais je ne peux pas trouver un chemin de la négation de P4 vers P4. Donc, si je ne trouve pas des chemins de cette manière, donc on dit que c'est une formule qui est satisfiable, c'est-à-dire le problème SAT, plutôt, il nous donne la réponse vraie. Si, bien sûr, on trouve, bien sûr, un chemin entre une variable propositionnée et la négation de cette variable, donc on dit que c'est une formule qui est insatisfaisable. Donc, ça, c'est bien sûr pour donner, bien sûr, la réponse à un problème de SAT. C'est bon. Donc, on a le problème 3 SAT. Donc, le problème 3 SAT est la restriction du problème SAT aux formes normales conjonctives avec au plus 3 littéraux par clause. Le problème 3 SAT est lui aussi un peu complet, c'est-à-dire qu'il est aussi difficile que le problème SAT. Donc, pour démontrer, il suffit bien sûr de prouver le problème SAT et bien sûr faire des réductions à 3 SAT. Cela signifie que répondre à la question SAT revient à répondre à 3 SAT et que le temps nécessaire à transformer SAT en 3 SAT est polynomial. Donc, tous les problèmes NSAT, donc ça c'est un théorème, on va bien sûr l'utiliser pour bien sûr décider donc, des problèmes qu'on va étudier par la suite. Donc, NSAT avec n supérieur ou égal à 3 sont également des problèmes un peu complets. Donc, pour 2 SAT, c'est un problème P, donc polynomial. On peut bien sûr trouver un algorithme pour le résoudre, bien sûr, en un temps polynomial. Par contre, si je dépasse le 2, donc c'est un problème un peu complet. Donc, problème NSAT, c'est un problème un peu complet, donc à partir de 3. C'est bon, donc ça, on a d'autres problèmes. Donc, problème Horn-SAT. Donc, une clause de Horn est une clause comportant au plus un littéral positif. Donc, c'est donc une disjonction de la forme P1, où PE et P sont des variables propositionnelles. Une forme de Horn est une conjonction de clauses de Horn. Le problème Horn-SAT est le problème de décision. Donc, on a une forme normale quand les clauses sont des clauses, bien sûr, de Horn. Donc, oui, s'il est satisfiable, non, sinon. Le problème, donc on a un théorème qui dit que le problème Horn-SAT est dans P. Donc, si j'ai un problème, je peux bien sûr trouver une réduction vers ce problème Horn-SAT pour pouvoir bien sûr décider si bien sûr notre problème est P, c'est-à-dire je peux trouver bien sûr un algorithme polynomial pour le résoudre. C'est bon, donc ça c'est tout simplement donc les SAT solvers. Donc on a des solvers donc online pour bien sûr trouver bien sûr des solutions aux problèmes SAT. Donc, on a bien sûr une compétition qui est toujours bien sûr pour bien sûr innover, pour bien sûr produire des solvers SAT. Donc, vous pouvez bien sûr consulter ce lien-là. C'est bon, donc nous avons terminé. Donc, tout simplement ici, donc pour chercher des problèmes, donc des problèmes qui sont des problèmes un peu complets. Donc, on ne peut pas bien sûr donc trouver une solution rapidement. Mais il faut bien sûr faire appel à des méthodes heuristiques et méta-heuristiques dont on va les étudier bien sûr au chapitre suivant, Inch'Allah, au chapitre donc, la semaine prochaine, dans lequel on va parler bien sûr des heuristiques et méta-heuristiques pour pouvoir bien sûr trouver des solutions à des problèmes qui sont un peu complets, des problèmes qui sont bien sûr difficiles à résoudre avec bien sûr des algorithmes faciles, bien sûr des algorithmes exacts, donc il faut bien sûr trouver des heuristiques pour les résoudre. C'est bon, ici des références tout simplement si vous voulez bien sûr
si vous êtes intéressé par ce type de problème. OK. C'est bon.